Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler de Oppo avec le dernier ultra haut de gamme de chez Oppo, le Find X2 Pro. Après le retour en succès et surtout l'arrivée en France d'Oppo avec le Find X, cette fois-ci Oppo a décidé de s'attaquer encore plus haut de gamme avec ce smartphone à 1200 €, une fiche très haut de gamme mais quelque chose de peut-être plus convenu. Est-ce que la sauce prend? On voit ça tout de suite. On va passer sur des points assez faciles à faire. Tout d'abord, le design. On a un design assez convenu pour cette année 2020, puisque beaucoup ont repris ce design. D'ailleurs, le Mi 10 lui ressemble beaucoup. On a vraiment cette même idée, avec ce côté incurvé, que ce soit écran ou le dos. Les trois appareils photo ici, là on en a que 3, mais on y reviendra. On a quand même la petite particularité d'Oppo, toujours ce côté un peu incurvé, un peu creusé en haut et en bas du smartphone. On est quand même sur, pour le coup, un gros smartphone qui fait quand même près de 220 grammes en 6.7 pouces, ce qui fait que ça fait une belle bête. Mais comme tous les hauts de gamme aujourd'hui que l'on a, que ce soit les Samsung, Oppo, Xiaomi et j'en passe, je sais même plus ce qui est sorti cette année, on est aux alentours des 220 grammes en 6.7 pouces, et ce qui fait que, première chose, par rapport à l'habitude que l'on a des 6.4 pouces à moins de 200 grammes, d'une part c'est lourd et de l'autre c'est grand, alors ce qui fait que moi qui l'utilise à une main, je le ressens beaucoup. Je préfère largement le côté 6.4 pouces, plus équilibré pour le coup, que ce côté 6.7 qui est un peu trop grand, je trouve, et surtout un peu trop lourd. Le fait d'embarquer toujours plus de technologie devient de plus en plus lourd à la main et ça se ressent. À deux mains, c'est moins le cas. Ceux qui ont des iPhones ont un peu l'habitude, puisque les iPhones version Plus, ou version Max maintenant, sont à peu près de ce gabarit-là. Pour l'écran lui-même, on est sur du 120 Hz 2K, le tout en 29e, incurvé et AMOLED bien évidemment, donc toute la panoplie possible et imaginable que l'on peut retrouver sur un smartphone très haut de gamme aujourd'hui. Que peut-on en dire? Alors, au niveau des bonnes choses, c'est un très bel écran, très réussi, avec ce côté HDR qui est vraiment bon. On a aussi la gestion automatique du son vert, qui est à peu près bien géré d'ailleurs. J'ai pas vraiment eu de soucis de fluidité de ce point de vue-là. Je le ressens moins par exemple que sur la version Neo en 90 Hz, avec certaines applications qui, elles, restent en 60 Hz, donc la différence se ressent. Ici, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est une très bonne chose et c'est très bien géré. Par contre, au niveau de l'autonomie, on y reviendra, le truc c'est qu'on n'a pas le choix avec du 90 Hz. C'est soit automatique, soit 60, soit 120. C'est un peu dommage de ce point de vue-là. Bonne chose aussi, au-delà de la gestion des couleurs, vive ou doux, sRGB, etc., on a droit aussi au moteur Vision O1 qui permet de fluidifier tous les contenus qui sont en 60 fps, qui sont en 30 fps, et les passer en 60 fps, et les passer aussi en HDR. Quelque chose que j'avais déjà connu avec le Black Shark 2, et qui était moyen pour le coup. Ici, ça marche plutôt bien, et à part quelques rares contenus où je trouve que ça a tendance à saccader parce que les mouvements sont un peu trop rapides, et bien globalement ça marche plutôt bien, en tout cas pour les vidéos YouTube que j'ai vues. Donc oui, c'est efficace et ça marche plutôt bien, et j'ai vu globalement que du feu, à part quelquefois les artefacts de ce type-là. Passons rapidement sur la partie audio. Bien évidemment pas d'adaptateur fourni, on a quand même la possibilité si on veut d'en mettre un, mais c'est quand même pas pratique. On a du Bluetooth et du stéréo. Alors Bluetooth avec tous les codecs possibles et imaginables, avec du Dolby, même pour le côté haut-parleur. Et ce qui fait que les haut-parleurs sont plutôt puissants. Par contre, à pleine puissance, ils sont un peu criards quand même, c'est un peu agressif. Mais ils sont puissants, ça reste quand même asymétrique dans le sens où on a basse médium, médium aigu, mais le haut-parleur côté téléphone, le côté où on va écouter pour les appels, est quand même plutôt puissant. Donc c'est asymétrique, mais ça s'équilibre plutôt bien. Le Bluetooth, lui, au-delà d'avoir tous les codecs, et ce qui vient chez Oppo, et ce que j'ai remarqué, c'est surtout qu'il a une très bonne qualité de connexion. C'est pas quelque chose qui est forcément vrai pour tous les smartphones, on peut avoir des drops assez réguliers. Ici, c'est vraiment fort, et ce qui fait qu'avec le Fio BTR5, justement, j'ai pas eu de soucis, justement, de coupure dû au fait que ce soit je marche, tout simplement, là où d'autres smartphones, c'est plus le cas. Je pense notamment à mes smartphones du quotidien habituels, que sont les Mi 9T Pro et Honor View 20. Donc ça, c'est aussi une grande force, quand vous avez un casque ou que vous avez un DAC Bluetooth, ou encore mieux, des True Wireless, c'est beaucoup plus stable que ce que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant. On va parler rapidement de la puissance, on est sur un Snapdragon 865, rien de spécifique, la puce 5G est à part, on la reverra plus tard.
Et on a droit à 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, voire 512 sur les autres versions, je crois, si je dis pas de bêtises, voire peut-être sur ma version, bref. On a beaucoup de stockage à ne plus savoir quoi en faire et à savoir ce qu'on a, mais dans tous les cas, ce qui fait qu'on est très très large en termes de puissance, on va pas retourner côté benchmark, etc., vous en avez partout. Forcément, c'est la plus grosse puce qu'on a sur le marché, elle est très bien gérée, ça chauffe pas trop, j'ai pas eu de soucis de ce point de vue-là, et bon, on n'a pas grand-chose de plus à dire, la gestion de la RAM est bien faite, etc. Justement, pour la gestion logicielle, donc on est sur du ColorOS 7, ColorOS 11 va pas tarder à arriver, que je n'ai malheureusement pas encore eu, mais ColorOS 7 annonce vraiment du bon par rapport aux anciennes versions. On a une refonte qui a fait un peu plus penser un peu à du Google, j'ai envie de dire, toujours avec ce côté quand même chinois qui est présent lors de l'installation des applications. Elles vont à la fois se mettre dans le tiroir d'application, ce qui est logique, mais à la fois sur le bureau. Donc en fait, c'est un peu le mélange des deux. Chacun y trouvera son bonheur en même temps, et c'est plutôt bien trouvé. Il y a quand même une grosse amélioration pour le côté européen, maintenant qu'ils sont débarqués en Europe, et ce qui fait qu'au niveau des traductions, au niveau des menus, etc., on s'y retrouve beaucoup plus, on a quelque chose qui est un peu plus googlisé, j'ai envie de dire, qui est un peu plus standardisé, et surtout, on a des menus qui sont beaucoup plus clairs. Là, on avait des espèces de phrases qui étaient coupées parce que c'était trop long, avec l'habitude du chinois. Ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus simple et efficace. Ce qui est vraiment très agréable avec Oppo, c'est surtout son optimisation. Et ça se voit quand on compare les concurrents. On a une optimisation qui est vraiment top, et ça a toujours été le point fort de chez Oppo depuis très longtemps. On ne le suit pas forcément, et c'est quelque chose qu'ils sont en train d'améliorer pour justement faire en sorte de faire plaisir aux Européens, mais c'est quelque chose qui, voilà, ça arrive, mais c'est surtout l'optimisation. L'optimisation a toujours été incroyable chez Oppo, et c'est toujours le cas. C'est d'une fluidité exemplaire, et le Mi 10 Pro qui était en 90, enfin Mi 10 et Mi 10 Pro, qui était en 90 Hz, n'avait pas autant de fluidité. Et ce n'est pas dû aux 80 Hz ou 120 Hz en termes de différence, mais encore une fois, son optimisation. C'est beaucoup mieux géré au niveau des animations, c'est beaucoup mieux géré au niveau des chargements d'applications, où on n'a pas ce sentiment de lenteur, de ce sentiment de manque de réactivité, ou ce sentiment de mauvaise gestion de l'animation, ce qui fait que parfois c'était pas fluide du côté du Mi 10. Ici, c'est parfaitement fluide, et ça, c'est vraiment top. Au niveau de l'autonomie, première chose, on a de la SuperVOOC 2.0, 65 watts. Autrement dit, le top du top, même si le 120 watts commence à débarquer, on a quelque chose qui est extrêmement rapide, puisqu'on va être aux alentours des 30 minutes pour recharger le smartphone entièrement. Ce qui fait que, en plus de ça, c'est déjà une très grande force, parce que c'est mieux que le sans fil, là-dessus, très clairement. Malheureusement, justement, il n'est pas dessus, et donc ce qui fait que, pour ceux qui sont amoureux du sans fil, il faudra passer son chemin. L'autonomie en elle-même, dû au fait qu'on soit en 100 Hz Quad HD, même si c'est adaptatif, ça va quand même impacter la batterie. Et on va se retrouver sur une autonomie d'à peu près 6 heures écran allumé, de ce que j'ai eu. C'est un petit peu variable, mais c'est constant. Ça reste globalement entre 5h30 et 6h30 écran allumé. Donc c'est pas mal, mais malheureusement le 120 Hz bouffe. Il me manque toujours cette grosse autonomie qu'on peut avoir avec l'Honor View 20 et ses 9 heures d'écran allumé. Ça reste quand même très bien, en tout cas pour la fiche technique, etc. On a quelque chose qui est quand même très correct pour du 120 Hz. Je crois que justement Samsung ne fait pas mieux, mais je n'ai pas pu le tester. Donc je dirais qu'il est dans la bonne moyenne, sans pour autant aller au-dessus de la concurrence. On va terminer avec quelque chose qui est intéressant forcément, c'est ce qui est mis grandement en avant par Oppo, la partie photo. On a l'amélioration avec l'Mx 686 en ouverture 1.7, si je dis pas de bêtises, encore une fois. 48 mégapixels, l'un des plus gros capteurs que l'on a actuellement sur les smartphones. On a aussi sur le très grand angle le IMX 586, ce qui est beaucoup plus rare pour le coup, puisque c'est aussi un 48 mégapixels. Et on a le téléphoto x5, qui lui est en ouverture 3.0, ce qu'on retrouve notamment avec le Mi 10 Pro, si je dis pas de bêtises. Et avant, c'était du 3.5 sur les autres smartphones. Et on a quelque chose qui est vraiment très très bon, il fait de très belles photos. On a un bokeh qui reste fort sur le principal, puisqu'on est sur l'un des plus gros capteurs. Et ce qui fait que ces photos-là, on a ce bokeh qui peut un peu gêner avec sa netteté, qui est assez réduite par rapport à d'autres smartphones qui ont une grande netteté. Ça peut être le principal défaut, mais je trouve que c'est meilleur que le Mi 10, et que le bokeh en lui-même reste plus joli. Le très grand angle aussi permet d'avoir, pour le coup, des photos qui sont vraiment très bien détaillées et de très bonne qualité, et ça c'est dû au fait qu'ils ont utilisé un vrai et bon capteur, et ça c'est vraiment une excellente chose.
Le téléphoto, lui, vous allez voir aussi, il reste très bon, mais j'ai pas l'impression d'avoir de très grosses améliorations par rapport aux versions précédentes. Ils ont quand même amélioré un petit peu la stabilité, mais j'ai pas cette impression d'un petit effet waouh supplémentaire. C'est surtout les deux autres capteurs qui ont été améliorés. Et vraiment, les photos, je les apprécie beaucoup. Certaines demi-miniatures, et même en termes de vidéo, on en parler un petit peu après, c'est vraiment du très bon. On est sur quelque chose qui est assez naturel, qui est très détaillé, avec un beau bokeh, encore une fois, un beau contraste, même si je trouve qu'il surcontraste un peu, et je pense que ça donne un effet un peu plus waouh à la photo. Google le fait déjà sur ses pixels, eux ils les font encore plus, donc c'est un effet un peu supplémentaire, mais ça a tendance à trop noircir les noirs justement. Donc ça c'est le petit défaut que j'aurais à dire, hein, même pour la retouche photo, c'est difficile de faire ressortir les détails de cette partie-là parce qu'elle est un peu trop contrastée et c'est un petit peu... c'est à la fois je trouve assez bien, mais c'est peut-être un peu trop forcé, ça fait un peu moins naturel d'un coup. Pour la vidéo, on est sur jusque de la 4K 60 fps et c'est vraiment très très bien aussi. Franchement, j'ai pas eu à me plaindre et pour dire même, dû au fait que j'ai une carte SD qui, pour le coup, a lâché, j'ai fait quelques plans avec. Et en termes de stabilisation, en termes de détails, en termes de clarté de l'image, on est sur vraiment du très bon. Et vous pouvez le voir, je vais vous en remettre à la fin, on a quelque chose qui est vraiment pas mal du tout. Et pour le coup, je l'ai fait de proche, donc ce qui fait que la stabilisation est vraiment très importante, puisqu'elle nécessite d'avoir une très bonne stabilité pour ne pas avoir une stabilisation un peu foireuse derrière en termes logiciels. Donc ce qui fait que en termes de photos et vidéos, clairement, c'est un très très bon smartphone, très complet. Ce qui est bien, c'est qu'ils se sont pas dit pour la macro qu'il fallait un capteur dédié. Bonjour Xiaomi. Puisque cette fois-ci, on se contente d'utiliser le capteur très grand angle, donc en plus de ça, le 48 mégapixels et 1586, pour faire de la macro de très près. Mais même le capteur principal, pour le coup, permet déjà d'avoir quelque chose de, pour le coup, une mise au point minimum qui est quand même assez proche, donc ce qui fait que la macro est assez facile. Vous vous mettez en x2 et vous avez vraiment quelque chose de vraiment réussi. Ça reste du logiciel, mais sur un très grand 48 mégapixels, on est quand même sur un très bon capteur, on va pouvoir quand même capter énormément de détails, plus que la plupart des smartphones qui sont un x2 dédié, qui en plus de ça ont une mise au point assez lointaine. Donc c'est très réussi de ce point de vue-là. Par contre, forcément, pour le x5, la mise au point minimum, elle reste très grande, puisque ça va être à peu près 80 cm. Donc c'est quelque chose de classique, c'était déjà le cas pour les autres, c'est toujours le cas ici. Donc on n'est pas sur quelque chose qui va changer grand-chose sur cette partie-là, c'est, je pense, la partie qui va être améliorée, on verra sur les prochains smartphones, mais c'est quand même, dans tous les cas, assez réussi. Pour conclure, donc, que peut-on penser de ce Oppo Find X2 Pro? Eh ben, j'ai clairement apprécié de l'utiliser, il est très complet, il est très bon sur tous les sujets, j'ai pas vraiment grand-chose à lui reprocher. Les plus gros reproches que j'aurais à lui faire, c'est surtout son poids et sa grandeur, mais comme tous les hauts de gamme actuels, ils sont tous très grands et très lourds. Alors, certains qui ont des iPhones, encore une fois, vont avoir l'habitude, hein, les versions Plus sont à peu près sur le même poids et la même grandeur, parce que pas très bien optimisé en termes d'écran, mais étant sur Android, étant habitué au 6.4 très haut de gamme, parce qu'on en a eu, là, je trouve que ça fait un peu trop, en fait. On commence à être vraiment sur ce toujours plus, mais peut-être trop. Et ce qui fait que ça a dû être accepté, il y a dû avoir des études de marché, mais moi je commence à avoir du mal avec ce type de taille d'écran que je trouve vraiment grand. Alors on l'a déjà depuis un peu de temps, on peut se souvenir du OnePlus 7 Pro et j'avais déjà cet avis-là, hein. Je le trouvais lourd et je le trouvais trop grand. C'est toujours le cas et surtout que quand on revient sur un 6.4 pouces 180 grammes, ça fait du bien. Je peux vous le dire que c'est beaucoup plus agréable, surtout que moi je l'utilise avec le support, c'est-à-dire qu'en gros, à une main avec le petit doigt en support et clairement ça se ressent à la fin de la journée. Déjà que en plus de ça il y a eu des études comme quoi justement ça déformait le petit doigt, ça va pas aller dans le bon sens avec ces gros smartphones. L'autre chose c'est aussi quand même le prix, il faut quand même débourser 1200 €, donc c'est le prix quand même qui est donné pour les 1259 €, si je dis pas de bêtises, pour la version Plus des iPhones, mais on est sur l'équivalent tout simplement, hein. Mais ce qui fait que ça reste quand même une somme, même pour un utilisateur Android, donc il faut pouvoir la mettre. Moi, clairement, je ne mettrai pas 1200 € sur un smartphone. Il est excellent sur tous les points, mais ça va vraiment être pour ceux qui veulent le meilleur du meilleur et qui peuvent se le permettre. C'est pas franchement un indispensable, et aujourd'hui on a beaucoup de milieu de gamme premium qui font très bien l'affaire.
comme par exemple les tout récents Oppo Reno 4 Pro qui font très bien l'affaire. Ils restent un peu chers pour ce que c'est, mais bah, ça reste quand même 400 € de moins qu'un Phoenix 2 Pro. Le dernier reproche que j'aurais à dire pour ce smartphone, c'est quand même le fait qu'il soit passé d'un smartphone avec le Phoenix un peu futuriste, un peu novateur, qui tente des choses, même s'il avait quelques défauts, à un smartphone ultra convenu en termes de design, hein, puisque on a plus le scanner 3D, bon ça c'était sûr que ça allait sauter, mais on a plus côté pop-up, on n'a pas ce, voilà, ce moteur, il manque quelque chose derrière en fait, il nous manque ce petit truc qui faisait tout le charme du Phoenix. Ici on est sur juste un smartphone très bien fait et très bien maîtrisé de tous les côtés, mais qui n'a rien de réellement spécifique par rapport à la concurrence, à part avoir maîtrisé tous ces points. Donc c'est ultra convenu, mais c'est très réussi. Et c'est surtout ça, c'est ce que je reproche au marché en général, c'est qu'aujourd'hui, tout se ressemble, parce qu'entre un Mi 10 et lui, c'est quasiment la même chose. On a quelque chose qui est lourd, mais quelque chose qui est quand même bien fait. Mention quand même au Phoenix 2 Pro qui a un meilleur toucher au dos. Alors j'ai pas eu la version vegan, mais celle-ci était vraiment sympathique. On a un toucher un petit peu spécial. Et ce qui fait que bah ça reste quand même tous un peu la même chose. Et c'est un peu dommage. Donc on verra les années qui vont arriver, en tout cas, voir si quelque chose évolue. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié. Oui, ce n'est pas un test très long, mais ce qui fait que je préfère et je pense que c'est assez efficace comme ça pour ce qu'il y en a à dire aujourd'hui. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests audio. N'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude. Vous avez le Discord dans la description et si vous avez des questions, des infos, etc., n'hésitez pas dans les commentaires. Ce sera avec plaisir d'en parler avec vous. Bon, vas-y, viens, vas-y, tu vas passer à la caméra, toi. Alors... Eh bien là, c'est moi le bouge plus. Au revoir. Bon, au revoir. Mais c'est pas à toi que je disais ça, Gizmo.